Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez plaisir à nous retrouver chaque semaine désormais. Big Five, c'est le rendez-vous du journal L'Équipe sur le foot européen. Au menu cette semaine, Arsenal dans l'impasse, un peu à la traîne en Première Ligue, absent cette saison de la Ligue des Champions. L'héritage d'Arsène Wenger serait-il trop lourd à digérer pour son successeur Unai Emery? On partira ensuite en Andalousie pour vous parler de la sensation de ce début de saison en Espagne. Grenade fait jeu égal avec les pointures de la Liga. Que dire de ce club promu, dirigé par un entraîneur un peu loufoque, Diego Martinez. Cette semaine, on joue en infériorité numérique, mais je n'ai sélectionné que les meilleurs. J'accueille pour la première fois Imanol Corcostegui, rédacteur en chef adjoint du magazine L'Équipe. Bonjour Imanol. Bonjour. Et puis nous sommes en ligne avec Vincent Duluc qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Les présentations sont faites, maintenant on peut commencer. Mais où va Arsenal ? Les saisons des Gunners se suivent et se ressemblent souvent. On a l'impression d'un éternel recommencement. Dernier titre de champion en 2004, dernier titre tout court en 2017, une Coupe d'Angleterre, sans oublier le Community Shield aussi cette année-là. Les supporters commencent à s'impatienter alors que cette saison devrait être celle de la progression pour l'équipe d'Unai Emery qui a entamé sa deuxième année à Londres. Et pourtant, après 10 journées, Arsenal est 5e de Première Ligue avec 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites, à 12 points déjà de Liverpool, le leader, et à 3 du Big Four. Depuis le début de la saison, Unai Emery n'a jamais aligné 2 fois le même 11 de départ en championnat. Imanol, selon toi, est-ce que Emery sait où il va avec son équipe ? Comme tu viens de dire, Marie-Amélie, a priori pas vraiment, quoi. C'est la journaliste Amy Lawrence qui suit Arsenal depuis très longtemps, qui dit qu'en ce moment, Unai Emery ressemble à un type en face de sa porte avec un trousseau de clés et il n'arrive pas à trouver la bonne à faire entrer dans la serrure. C'est un peu l'impression que ça donne. Il a des excuses, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de blessés depuis le début de la saison. Voilà, Tierney a été blessé, il comptait dessus. Bellerin, Lacazette a été blessé aussi. Mais effectivement, dans la construction de l'équipe, il y a quelque chose qui ne trouve pas, quoi. Le milieu de terrain change beaucoup. On sent que ça tâtonne. L'année dernière, déjà, il y avait eu beaucoup de changements de compos, de changements d'animation tactique. Oui, il tâtonne, quoi. Alors, contre les 3 gros, Liverpool, Tottenham et Manchester, il y a eu donc 3 compos différentes et aussi 2 systèmes tactiques différents. Vincent, Emery, il est toujours en train d'expérimenter ? Oui, c'est un petit peu ce qui lui est reproché, mais en même temps, c'est aussi la nature d'un entraîneur de changer de système, de changer les joueurs de place. Quand c'est Pep Guardiola qui le fait, c'est un génie, et quand c'est Unai Emery qui le fait, c'est un bricoleur. Donc, il y a un petit délit quand même pas de sale gueule, mais il y a un soupçon qui s'attache un peu à lui. Je pense que très simplement, la situation est assez simple pour lui. Soit il finit dans le top 4, dans le top 4, et Arsenal se qualifie pour la Ligue des Champions et garde sa place, soit il finit pas dans le top 4 et c'est fini pour lui. Je crois pas beaucoup qu'il soit à ce point sous pression qu'il soit menacé actuellement, même si sur les réseaux sociaux on va dire le courant est très fort pour le pousser dehors. Moi, ce qui fait au niveau de la compo d'équipe, par exemple hier soir, c'est pas choquant. On va pas lui reprocher à Liverpool d'avoir fait jouer des jeunes, d'avoir mis que la moitié de son équipe. Liverpool aussi a mis que la moitié de son équipe type. Donc hier soir, c'est mercredi en Cup contre Liverpool. Les latéraux n'ont joué. Et puis Manchester United-Chelsea, les 22 joueurs étaient différents par rapport au week-end. Donc le problème, c'est pas tant d'avoir été éliminé à Liverpool cette semaine en Coupe de la Ligue, que effectivement d'avoir été de nouveau rejoint par Crystal Palace le week-end dernier. En même temps, il n'a pas beaucoup de chance. Il y avait le 3e but d'Arsenal, était probablement valable, celui de Socrates Papastopoulos. Le VAR s'est sans doute trompé, d'autant que c'est une parenthèse. En Angleterre, depuis le début de la saison, pas une seule fois l'arbitre est allé voir l'écran au bord du terrain. Mais voilà, il change, il introduit un peu des jeunes. On ne sait pas trop où il va, mais c'est parce que, de manière bizarre, quel que soit l'entraîneur, Arsenal garde les mêmes défauts que toujours. À savoir ? Les défauts, c'est d'être aussi friable défensivement. C'est que quels que soient les défenseurs centraux, les défenseurs centraux sont en difficulté. Et ça peut pas être seulement dû à leur talent insuffisant. Je pense quand même que c'est la structure générale de l'équipe qui fait que pour les défenseurs centraux Arsenal, la vie est infernale. Les supporters d'Arsenal qui critiquaient un peu Laurent Koscielny à la fin de son règne
en défense centrale chez les Gunners. Il commence à se dire, mais il a vraiment été un joueur fantastique pour tenir aussi longtemps dans une équipe aussi mal équilibrée. Parce que là, on voit bien que David Luiz est complètement à la rue, que Socrates est cop, mais que ça suffit pas. Je pense que le vrai problème d'Arsenal, c'est d'avoir pas un vrai 6 récupérateur. C'est un joueur que Xhaka n'est pas. C'est un joueur que Guendouzi n'est pas non plus. Torreira, il a du mal. Je pense que contre Palace, quand Xhaka sort sous les sifflets, sur les huées et jette son maillot de rage, s'il est sifflé à ce point-là, c'est parce qu'il symbolise justement pour les supporters d'Arsenal tout ce qui manque à cette équipe, c'est-à-dire la dureté, la fiabilité défensive, et c'est pour ça que Patrick Vieira reste autant une idole à l'Emirates. Est-ce que malgré tout, enfin tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que Unai Emery a toujours le soutien de ses dirigeants? Est-ce qu'il est là pour construire ou est-ce qu'il est en danger, ou il sera en danger à la fin de la saison? Il a signé que 3 ans, donc oui, moi je pense qu'il est en danger. Il est forcément en danger. Encore une fois, s'il n'est pas en Ligue des Champions à la fin de l'année, ça sera fini pour lui. Sa position sera absolument intenable. Maintenant, je trouve qu'il y a des choses qu'il arrive à introduire dans Arsenal. Contre les grosses équipes, il y a une espèce de rage et d'intensité qu'il arrive à mettre. C'est la régularité qui manque, c'est l'équilibre général qui manque. Mais pour l'instant, il a le soutien de ses dirigeants. Il s'entend très bien avec la famille Kroenke, les Américains propriétaires du club. Il est aussi soutenu par quelques dirigeants espagnols à l'intérieur, comme Raúl Sanllehy, le directeur de football. Donc voilà, il n'est pas isolé, il est plutôt soutenu. Simplement, la défiance de la presse et désormais d'une partie du public vont lui rendre la vie difficile. Cet été, parce qu'on vous parliez de l'effectif, cet été Arsenal a pas mal investi sur le marché des transferts, on va y venir, mais d'un point de vue général, on peut quand même dire, Emmanuel, que Arsenal n'attire plus vraiment les top players depuis quelques années. En fait, c'est aussi une des explications aux difficultés d'Emery, c'est qu'il faut peut-être pas voir Arsenal pour plus beau que ce club n'est, quoi. C'est-à-dire que battre pour le titre, c'est plus possible. Structurellement, Arsenal a changé de dimension. C'est un club qui a eu des gros problèmes de masse salariale, trop élevés à gérer. Donc il a fallu vendre des joueurs, vendre Iwobi. Cet été, c'était pas forcément prévu pour Emery, à mon avis, mais 40 millions d'Everton, ça se refuse pas. La situation avec Özil, elle s'explique aussi sans doute pour ça, quoi. C'est un très gros salaire et Arsenal peut pas se permettre d'avoir de très gros salaires et que les joueurs soient pas ultra performants. Donc Arsenal, c'est un club qui a des difficultés. Est-ce que les dirigeants du club ont les moyens et les ambitions, même pas les moyens de leurs ambitions, quoi. Est-ce qu'ils ont les deux vraiment? Est-ce que le club a un projet à long terme? Voilà, Emery, ce n'est qu'un entraîneur, quoi. Mais sur le papier, leur mercato cet été était plutôt convaincant. En gros, ils ont investi 120 millions d'euros pour 4 joueurs. David Luiz, Vincent en a parlé, Nicolas Pepe qui est arrivé de Lille, le jeune latéral écossais Kieran Tierney et la petite pépite brésilienne de 18 ans, Gabriel Martinelli. Tout ça, c'était assez cohérent. C'était cohérent. Après, comme le disait Vincent tout à l'heure, les problèmes de la défense et du milieu de terrain, l'équilibre à trouver, c'est des missions tellement vastes que est-ce que c'était suffisant, quoi? Est-ce que prendre David Luiz et Tierney pour reconstruire une structure défensive, est-ce que ça suffit? Est-ce que, comme Vincent le disait, il manquait pas un vrai 6? Il y a aussi la question qui est importante, je pense, c'est la question de l'utilisation de Ceballos, quoi. Ceballos, c'est un joueur de grande qualité, mais en Espagne déjà il y avait beaucoup de débats autour de quelle est la meilleure position pour l'utiliser. Est-ce que c'est sur un côté? Est-ce que c'est dans l'axe? Est-ce que c'est plus haut, plus bas? Et on sent que Emery, il tâtonne encore à ce niveau-là. Il faut réussir à faire de Ceballos un joueur important de cette équipe, je pense. Mais Vincent, dans quelle mesure Emery a pesé sur le recrutement cet été? Est-ce qu'il n'a pas demandé un 6, par exemple? Mais ça, c'est toujours la vieille question Arsenal. Je pense qu'il n'a pas demandé un 6 parce qu'il croit à Guendouzi, même si Guendouzi, qui est sans doute un des meilleurs joueurs d'Arsenal depuis le début de la saison, un de ceux qui a le mieux progressé justement avec Emery, c'est pas un vrai 6. Xhaka l'est toujours pas. Torreira est quand même décevant par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'un milieu de terrain défensif uruguayen. Et il n'y a pas d'autres joueurs un peu qui ce profil-là. Mais voilà, effectivement, la priorité, ça a été de recruter en défense centrale. Ils ont pris David Luiz, de retrouver un latéral. Ils ont pris le jeune Tierney qui devrait pas être mal à terme.
devant, ils ont mis beaucoup d'argent, on le sait, sur Nicolas Pepe. Je pense qu'il va venir, Nicolas Pepe. Il est en train de venir, il retrouve un peu les jambes. Visuellement, on recommence à retrouver un peu quelques gestes du Pepe qui était à Lille. L'un dans l'autre, c'est pas catastrophique, mais encore une fois, effectivement, il manque ce vrai 10, ce vrai 6, pardon. Alors après, il y a beaucoup d'équipes qui jouent pas avec un vrai 6. Ça, c'est clair. Quand on voit Manchester City actuellement, au milieu de terrain, surtout depuis que Fernandinho est descendu d'un cran pour jouer en défense centrale, au milieu de terrain, c'est des constructeurs. C'est Rodri, c'est Gundogan, c'est De Bruyne, voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup d'équipes jouent avec un double pivot de joueurs qui construisent plutôt que pas un 6. Mais c'est vrai qu'à Arsenal, le club vit toujours un peu dans le deuil et la nostalgie de ces grands milieux destructeurs qui donnaient du sens au jeu des Gunners. Tu parlais de Nicolas Pepe, pardon, mais après son doublé contre Guimarães en Ligue Europa, il avait déclaré qu'il avait eu du mal à s'adapter à la Première Ligue, mais bon là, il a l'air d'aller un peu mieux. On parlait de David Luiz, donc défensivement, c'est peut-être pas la garantie la plus performante, on va dire. Mais est-ce que David Luiz peut pas apporter un peu aussi de caractère à cette équipe d'Arsenal qui a l'air d'en manquer cruellement? Moi, je pense que David Luiz, il peut amener du caractère à l'entraînement ou de la joie, mais du caractère sur le terrain. Voilà, ça a jamais été un combattant extraordinaire. Alors c'est quelqu'un qui secoue les cheveux, qu'on voit monter, qui a de la présence sur les coups de pied arrêtés offensifs, mais qui est pas un défenseur très dur, très fiable. Voilà, faut pas se souvenir, enfin, faut pas oublier que dans le fameux 7-1 en demi-finale de la Coupe du Monde 2014, lui était là. Alors Thiago Silva, à qui on reproche le manque de caractère, lui n'était pas là. Donc en fait, David Luiz, il est un peu souvent dans les mauvais coups. Le PSG était pas sûr que ça soit un grand défenseur. Chelsea était sûr que ça n'en était pas un, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé partir. Et Arsenal a pensé qu'il en était un, et c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Il a effectivement des qualités qui sont que quand tout va bien, c'est quelqu'un qui peut peser offensivement, qui a de la présence, qui dégage quelque chose. Mais quand tout va mal, il est rare qu'il fasse une vraie différence. Mais qui sont les leaders de cette équipe, du coup ? C'est la question, et c'est ce que disait Vincent au tout début. Ce qui est étonnant ou profondément troublant, c'est de voir les mêmes problèmes qui perdurent depuis des années et des années, quoi. La question du gardien de but, elle a été compliquée aussi très longtemps à Arsenal. Bernd Leno, est-ce que c'est vraiment un gardien qui a la dimension d'un club comme ça? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Mais effectivement, l'instabilité, la fragilité défensive, c'est des questions qui sont, des problèmes qui sont profondément ancrés dans ce club, quoi. Je voudrais qu'on parle quand même du problème du capitaine Granit Xhaka, qui a été hué par les supporters à sa sortie contre Crystal Palace. Il a ensuite refusé de serrer la main d'Unai Emery. Après le match, son partenaire, le gardien Emiliano Martinez, a déclaré que toute l'équipe était derrière lui. Comment Emery peut gérer le problème Xhaka à partir de maintenant, sachant que ses performances sont pas non plus extraordinaires? Non, mais alors, il a à la fois géré un problème d'image et un problème sportif. Enfin, un problème d'image et de management et un problème sportif. Pour l'image et le management, je vois pas comment Granit Xhaka pourrait redevenir capitaine d'Arsenal. Surtout en l'absence d'excuses et sincères et dans le bon timing, ça me paraît impossible. Alors c'est un joueur qui représente quelque chose pour Arsenal, comme il représente quelque chose pour l'équipe nationale de Suisse, dont il est capitaine également. Mais là, effectivement, l'offense est trop importante en Angleterre. On jette pas son maillot, on prononce pas les mots qu'il a prononcés en sortant, parce que tout le monde a lu sur ses lèvres les insultes qu'il a adressées au public. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui va laisser des traces, même si le public d'Arsenal est pas innocent dans cette affaire. Je veux dire, les supporters des Gunners ont fait ce que le public anglais en général refuse de faire. Il est extrêmement rare que les supporters anglais sifflent leurs propres joueurs. C'est une espèce de tabou, et c'est un tabou que les supporters des Gunners ont donc brisé le week-end dernier. Ensuite, sur le plan sportif, si Xhaka revient dans l'équipe, eh ben effectivement, il va falloir qu'il retrouve un niveau qui lui correspond un peu mieux, mais bizarrement, c'est quand même un joueur que le public aime bien, c'est-à-dire qu'il a une telle frappe de balle que quand il récupère le ballon à 30-35 mètres des buts adverses, il y a une espèce de murmure dans les mirettes, on entend shoot, voilà, il y a quelque chose, on sait que quelque chose peut se passer.
Donc bon, on va dire que le public peut être versatile et qui peut récupérer un peu sa place. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il symbolise tellement les manquements de milieu de terrain d'Arsenal qu'effectivement, il peut peut-être avoir un peu de mal à s'en remettre. Au moment où, pour moi, le vrai leader de caractère et le vrai leader de jeu actuellement au milieu de terrain Arsenal, c'est Matteo Guendouzi. Autant je trouve que la saison dernière, il avait cessé de progresser après un très bon début. Autant cette année, dès qu'il rentre, il se passe quelque chose. On l'a encore vu hier soir à Liverpool, on l'a vu le week-end dernier. C'est celui qui refuse la défaite, c'est celui qui met 2-3 coups quand il faut, c'est celui qui fait des fautes utiles. Lui, je pense qu'il va rentrer dans la tradition des milieux de terrain d'Arsenal qui ont du caractère. Et un peu plus haut sur le milieu de terrain, il y a un joueur qu'Imanol a évoqué un peu plus tôt, c'est Mesut Ozil, qui n'a pas joué depuis le 15 septembre et la 5e journée cette saison. C'est le plus gros salaire du club. Et en Angleterre, on comprend pas très bien pourquoi Ozil ne joue pas, puisque Emery ne l'explique pas lui-même. Mais en fait, Ozil, oui, c'est le plus gros salaire du club. Il gagne plus de 400 000 livres par semaine. Donc, il suffit de calculer un peu. Si la livre est indice, on va dire 450 000 euros par semaine. Voilà. Il ne joue que la Coupe de la Ligue depuis un mois et demi. Il avait joué contre Nottingham Forest le tour précédent et il a joué à Liverpool pendant 1 heure. Personne n'a compris, alors qu'il faisait plutôt un bon match, que Emery il est sorti au bout d'1 heure à Anfield d'ailleurs. Mais pour le coup, c'est compliqué de faire d'Emery le seul responsable de la dérive d'Ozil. Ozil en donne pas pour son argent à Arsenal ni au public. Et d'une manière générale, les 2 joueurs qui avaient mis la plus grosse pression financière sur Arsenal il y a 2 ans et demi, à savoir Ozil et Sanchez, eh bien, ils sont tous les 2 un peu perdus pour le foot depuis. Alexis Sanchez, lui, avait choisi de partir à Manchester United, mais alors depuis, il a complètement disparu des radars, alors qu'il a un salaire qui est encore supérieur à celui d'Ozil. Et Ozil, lui également, a cessé d'être un joueur de haut niveau. Il a rompu un peu les amarres avec l'Allemagne. Il ne joue plus qu'en Coupe de la Ligue. Voilà, c'est un peu la preuve que quand des joueurs qui se rapprochent de la fin de carrière finissent par obtenir le contrat qu'ils rêvaient d'avoir, bah, c'est pas toujours le signe qu'ils vont vivre une fin de carrière intéressante. Et là, Ozil n'en fait pas assez. Moi, j'adore Ozil. Je trouve que c'est un joueur d'une finesse incroyable. On l'a vu encore sur le 4e but à Anfield. Il va faire une talonnade pour Martinelli, qui est vraiment superbe. Mais ça suffit pas, ce qu'il montre. Il a beaucoup trop d'absence. Il ne travaille pas assez. Il veut le ballon dans les pieds. Il veut pas beaucoup courir. Je peux comprendre qu'Emery en soit agacé. Et je pense que beaucoup d'entraîneurs en seraient agacés. Bon, en tout cas, avec ou sans Ozil, on peut presque dire que c'est l'année ou jamais pour Arsenal d'aller décrocher le Big Four, parce que Tottenham est dans les choux, Manchester United aussi, et Chelsea joue avec une équipe très inexpérimentée. Imanol, pour conclure sur Arsenal, sur le papier, quand même, ils ont l'effectif pour aller chercher le Big Four. Ils sont pas très loin, de toute façon, au classement encore. C'est encore tôt dans la saison. Je sais pas si l'effectif est vraiment au niveau du Big Four, comme on le disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a un peu de fatalité avec tout ça, qu'il faut aussi accepter qu'Arsenal ne soit plus Arsenal et que le Big Four est atteignable, mais ça va être vraiment difficile. Et le niveau individuel des défenseurs est peut-être compliqué pour jouer un rôle très important dans ce championnat. Et j'ai l'impression qu'Emery, face à cet état de fait, il essaie de construire une équipe, de changer de système pour pouvoir protéger sa défense, en être moins dépendant de leurs failles éventuelles. Donc voilà, ça va être compliqué quand même. Et Vincent, juste une dernière chose, est-ce que le climat compliqué à Arsenal peut les faire dévier de cet objectif ? Je sais pas si le climat est si compliqué que ça. Bon, bah, c'est vrai que l'élimination hier, elle a fait mal, mais ils sont pas passés loin d'une qualification qui aurait été retentissante, parce que Liverpool est quand même invaincu en Angleterre cette saison. Je suis pas sûr que le climat soit si négatif que ça. On va dire que c'est un climat qui est assez habituel à Arsenal ces dernières années, qui avait déjà entouré la fin du règne d'Arsène Wenger, qui revient ici. C'est plus une espèce de lassitude et de résignation qu'une colère fondamentale. Je pense qu'il suffirait, il va suffire qu'Arsenal gagne un match ou 2 pour que tout se lisse. Et c'est vrai que les problèmes de Manchester United, qui vient de gagner 3 matchs de suite, mais moi je trouve sans faire grand chose dans le jeu, les problèmes de Tottenham, qui va un petit peu mieux aussi, peuvent quand même permettre à Arsenal de finir dans le top 4. Le retour de Lacazette, l'adaptation de Pepe,
Encore une fois, l'émergence de Guendouzi, le retour de solution derrière, non seulement avec Tierney, mais aussi avec Holding, le jeune Holding, et Bellerin peut-être aussi, ça peut quand même faire de cette équipe une autre équipe. On vient de parler longuement d'Unai Emery. On va se pencher maintenant sur le club de celui qui a été son assistant à Séville, Diego Martinez. Il entraîne le club de Grenade. Et Grenade, c'est la surprise de l'automne en Espagne. Le club promu dispute la tête de la Liga aux grosses écuries que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Après 10 journées, les Andalous étaient premiers et c'était seulement la 3e fois de l'histoire que ça arrivait à un promu en Espagne. Il faut quand même rappeler, sans minorer les performances de Grenade, évidemment, qu'ils sont restés leaders à la faveur du report du Classico prévu lors de la 10e journée. Alors, pour qu'on se rende bien compte, le club rouge et blanc, c'est le 18e budget en termes de salary cap en Espagne, environ 35 millions d'euros, c'est-à-dire 18 fois moins que celui du Barça. Et c'est justement contre le grand Barça que Grenade a réalisé sa plus belle performance depuis le début de la saison. Une victoire 2-0 à domicile, c'était le 21 septembre lors de la 5e journée. Vincent, finalement, ce soir-là, c'est autant Grenade qui s'est imposé que le Barça qui a perdu. Oui, peut-être, mais la force de Grenade ce soir-là, c'est d'avoir pas gagné par hasard. C'est-à-dire que le Barça avait quasiment pas eu d'occasion, et donc il y a quelque chose. Alors pour un promu, c'est très surprenant, mais on a vu déjà parfois, notamment par exemple dans le championnat de France, des élans comme ça de se former. La difficulté pour Grenade, c'est que personne ne pense que ça puisse durer. La facilité pour Grenade, c'est que justement, comme personne ne pense que ça puisse durer, et ben que les autres continuent à les considérer un peu par-dessus la jambe. Bon, là, effectivement, si le Classico avait eu lieu, il est possible que Grenade serait plutôt 3e qu'en course pour remonter sur la première place, mais ça reste une aventure collective assez fascinante, parce que dans un championnat complètement déséquilibré par les ressources financières dissemblables des grandes équipes et des petites équipes, parce qu'on va rappeler qu'en Liga, les ressources ne sont pas aussi mutualisées qu'en Ligue 1, par exemple en France. Par exemple, Grenade a un budget de 60 millions d'euros et Barcelone, c'est quasiment 1 milliard, mais surtout que les droits télé, par exemple, sont pas du tout mutualisés. Dans un des championnats les plus, on va dire, inéquitables du monde, Grenade arrive à faire ça. C'est quelque chose de très impressionnant et qu'on n'avait peut-être pas vu d'ailleurs depuis la Real Sociedad de Ronald Nuex, ou très peu en tout cas depuis. Et le bilan de Grenade cette saison est d'autant plus satisfaisant. 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, 10 encaissés, dont 4 lors du tout premier match contre Villarreal et 4 contre le Real Madrid, ce qui est quand même pas mal. Donc cette équipe est menée par Diego Martinez. Il a 38 ans, c'est le plus jeune technicien de Liga. Imanol, est-ce que tu peux nous présenter cet entraîneur qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire ? Déjà, il incarne une nouvelle tendance du foot espagnol, qui est le fait qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs qui n'ont pas eu de carrière de joueur, ou presque pas. Je crois que c'est la moitié des équipes de Liga qui sont dans le cas là. Voilà, on peut citer l'entraîneur de Getafe Bordalas, qui était aussi une des grosses réussites ces dernières années. C'est aussi son cas. Donc Diego Martinez, il a arrêté sa carrière très jeune. Il est parti s'installer, il est galicien, il est de Vigo, il est parti s'installer en Andalousie, à Grenade, pour débuter dans des équipes amateurs. Donc le lien avec cette ville, en fait, il est extrêmement fort depuis toujours. C'est pour les supporters de Grenade, c'est l'un des leurs. Il a été repéré par Monchi, qui est le directeur de sportif du FC Séville, qui avait remarqué ses résultats, et donc il a été, comme tu le disais au tout début, entraîneur au FC Séville dans les équipes de jeunes, l'équipe réserve, et notamment dans le staff de Unai Emery lors de la dernière victoire en Ligue Europa. Et en fait, il y a des choses en commun avec Emery. Diego Martinez, c'est un entraîneur un peu caméléon tactiquement, un entraîneur qui est vraiment dans la gestion psychologique de ses joueurs, dans le management. La presse espagnole s'amuse à raconter qu'il aime bien passer des reportages, il aime bien passer des images par exemple de la fin de la finale de Ligue des Champions 99 entre le Bayern et Manchester pour motiver ses joueurs. C'est un vrai meneur d'hommes, c'est un entraîneur qui a beaucoup de pouvoir dans le club. Ça a aussi été l'intelligence des dirigeants de ce club de lui accorder du pouvoir. C'est quelqu'un qui contrôle dans le domaine sportif beaucoup de choses. On s'amuse à raconter qui valide jusqu'au nom des ramasseurs de balles les soirs de match. C'est effectivement un entraîneur qui monte, et je pense pas que ce soit éphémère, quoi. Il y a un vrai potentiel chez lui.
Alors, tu disais que qu'on retrouvait un peu d'Unai Emery dans Diego Martinez, mais depuis qu'il est à la tête de Grenade, il met en place un jeu assez agressif, avec un pressing en bloc, une récupération rapide et haute. Ça me fait penser à Diego Simeone de l'Atlético Madrid. Ouais, c'est pas que ça, quoi. Effectivement, l'an dernier, ils sont montés en étant la meilleure défense de la deuxième division. Vraiment, il s'est appuyé là-dessus. Mais comme tu le disais aussi, il marque pas mal de buts. Le système tactique, il évolue parfois au cours des matchs. Il évolue souvent d'un match à l'autre. Et c'est pas du tout une équipe qui renonce au ballon, quoi. C'est une équipe qui aime l'avoir, pas pour attaquer à outrance et se créer énormément d'occasions, mais qui aime tenir le ballon. Et c'est un système avec, effectivement, Soldado seul en pointe en général, et des ailiers qui vont très vite sur les côtés. Mais la presse espagnole le présente comme à mi-chemin exactement entre Guardiola et Simeone, quoi. Il est ni l'un ni l'autre. Il est assez complet comme entraîneur. Alors Emmanuel, tu viens de le citer, dans cette équipe, il y a l'inoxydable Roberto Soldado, 34 ans, 254 matchs de Liga à son actif, passé par le Real, Valence et Villarreal, entre autres, ancien international espagnol aussi, 12 sélections et 7 buts. Vincent, ça fait forcément du bien d'avoir un joueur de son expérience dans une équipe. Oui, ça fait forcément du bien s'il n'a pas un statut qui empêche la concurrence et qui casse un peu la dynamique d'une équipe qui est montée sans lui. Bon, c'est un joueur sur le retour, il faut qu'à dire la vérité. C'est un joueur sur le retour. S'il avait été très bon sa dernière saison, il jouerait pas à Grenade, il aurait trouvé un meilleur contrat. Les matchs qu'on lui a vu faire sa dernière saison, c'était vraiment insuffisant. Mais c'est quelqu'un qui, dans un contexte qu'il connaît bien, dans le contexte de la Liga, peut vraiment quand même être utile dans les moments où ça sera dur pour Grenade, où il faudra assumer un peu de pression, où il faudra peut-être confirmer justement le bon début de saison actuel. Si je dis pas de bêtises, c'est quelqu'un qu'on avait vu à Tottenham à un moment et qui avait été absolument inexistant, qui n'était pas parvenu du tout à s'imposer, à s'exprimer. Il avait été recruté par les Spurs pour 30 millions d'euros en 2013 et il avait complètement disparu. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il a été blessé un peu au genou, il s'est fait les ligaments avec Villarreal ensuite. C'est un joueur pour qui c'est bientôt fini. Mais c'est plutôt une belle histoire. Il est quand même c'est le nom le plus connu dans l'équipe de Grenade. Quand on regarde, à part Maxime Gonalon, le français que nous on connaît bien, c'est le seul joueur qui a un nom à l'extérieur de l'Espagne, puisque c'est un club qui est constitué de joueurs qui viennent par définition des divisions inférieures, et pas seulement de la D2, mais aussi de la D3 parfois. Et je voulais juste... Non, vas-y, Emmanuel. Non, mais a priori, avec Martinez, il n'y a pas vraiment de risque que des individualités écrasent le collectif. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de Grenade, quoi. Grenade, c'est un club qui a longtemps été possession de la famille Pozzo, qui possédait aussi Watford et l'Udinese. Donc c'était un peu le foot mondialisé dans tout ce que ça a de plus étrange, des joueurs qui passent d'un club à l'autre, du grand n'importe quoi. Ensuite, un consortium chinois rachète ce club. Et en 2016, voilà, et pendant la première saison de possession du club, fait absolument n'importe quoi. Le club, il y a 20 nationalités différentes. C'est la première équipe à aligner un 11 sans joueurs espagnols. Le club finit dernier avec 20 points, ce qui est le total de points qu'ils ont actuellement, quoi. Et ensuite, le président chinois a l'intelligence de laisser les commandes à la direction sportive. Et là, ils se mettent en tête de renouer avec l'identité profonde du club. C'est un club andalou avec une vraie afición, quoi. Un club qui aime les mecs qui bataillent, quoi. Le slogan du club, c'est Eterna Lucha, c'est la lutte éternelle. Et ils sont allés recruter plein de joueurs andalous et espagnols qui donne pour le collectif. Et Martinez, pour lui, c'est hyper important de créer un collectif uniforme qui a des valeurs. Et même si, par exemple, en choisissant un mec comme Gonalon, ce qui est important pour lui, c'est qu'il ait joué en Espagne et qu'il parle espagnol. Pour lui, c'est un critère qui est important, pour fluidifier le collectif de son équipe, quoi. Tu disais oui que tu insistes sur le collectif que veut mettre en place Diego Martinez. J'ai lu qu'il avait même initié l'organisation de barbecue et de randonnées en montagne pour renforcer l'esprit d'équipe. Ouais, c'est l'esprit de corps à l'Andalouse, quoi. C'est un stade où il y a de l'ambiance. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est une vraie afición.
c'est comme ça qu'ils sont remontés, quoi. Ils sont remontés, ils font une première saison en deuxième division où ils font 10e, ensuite Martinez arrive et voilà, met en place une grosse défense et des valeurs assez rugueuses, quoi, sans être non plus le cliché d'une équipe, de ce genre d'équipe tel qu'on pourrait l'imaginer. En tout cas, ce jeudi 31 octobre, Grenade a l'occasion de repasser en tête de la Liga avec un déplacement à Retafe. On suivra ça évidemment avec attention, mais c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec la 4e journée de la Ligue des Champions. Merci à tous les deux, Emmanuel Corcostegui et Vincent Duluc au téléphone. Comme chaque semaine, merci aussi à Roland Richard et à Louis Godefroy. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. À très vite.